Aujourd'hui, presque toute l'humanité est sédentaire. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Alors pourquoi et comment avons-nous cessé d'être nomades? Pour y répondre, il nous faut plonger au cœur du néolithique. La vie des hommes de l'époque est alors en train de se transformer à tout jamais. Sous nos pieds, les archéologues ont découvert les traces des tout premiers villageois. Où vivaient-ils? À quoi ressemblaient leurs maisons? C'est ce que je vais découvrir en Picardie. Des maisons, un village, pour nous aujourd'hui, tout cela semble banal. Mais c'est au néolithique que sont construites les toutes premières maisons. Grâce à l'archéologie, l'une d'entre elles a pu être reconstituée, tout près d'ici, au parc archéologique de Samara. En plein cœur d'un espace naturel préservé, le parc de Samara abrite des habitats préhistoriques recréés sur les bases de fouilles archéologiques. Bonjour. Bonjour. Gérard est l'archéologue qui a construit cette maison néolithique. Je suis très surprise parce que je m'attendais à un habitat, mais alors une maison aussi grande et aussi élaborée, en fait, c'est impressionnant. Et oui, elle fait 28 mètres de long, 6 mètres à l'arrière et 7,75 mètres à l'avant. Cette maison date du néolithique. Et pourtant, elle a déjà la même forme que nos maisons actuelles. Avec son lourd toit en chaume et sa grande hauteur, elle a même l'air beaucoup plus confortable que ce que j'avais imaginé. Non, puis, surtout, je suis impressionnée parce que là, on est quand même encore dans la préhistoire. On est quoi, 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? Oui, mais des maisons, il y en a eu bien d'autres avant celle-ci, qui avaient d'autres formes parce qu'elles étaient dans d'autres milieux. La maison, la sédentarisation, ça naît au Proche-Orient, dans un climat et dans un substrat écologique qui n'a rien à voir avec nos régions. Les archéologues ont en effet découvert les premières traces de sédentarisation au Proche-Orient, environ 12 000 ans avant notre ère. Ils ont mis au jour en Palestine les vestiges d'une vingtaine de petites maisons rondes, semi-enterrées, qu'ils considèrent comme le premier habitat sédentaire de l'humanité. Avant le néolithique, il n'y avait pas de village, les hommes étaient nomades. Et c'est à partir du néolithique qu'ils ont commencé à construire des maisons en dur, tout en restant chasseurs-cueilleurs. Ils ont commencé à construire des maisons dans des endroits où ils ont choisi de s'installer, qui recelaient des réserves de chasse ou de pêche particulièrement intéressantes pour eux, et qui ont fait qu'ils se sont stabilisés au Proche-Orient, dans ces endroits, et qu'ils se sont sédentarisés avant de pratiquer la domestication, l'élevage, etc. Les archéologues ont découvert que c'est à peu près à cette époque-là que l'homme invente l'agriculture. Et ça, c'est une révolution. La vie devient plus confortable et la population s'accroît. Peu à peu, ces premiers paysans colonisent l'Europe par le sud et par le nord-ouest en suivant le Danube. Ce dernier courant, appelé courant danubien ou encore rubanais, arrive chez nous 5000 ans avant notre ère. Et la maison que j'ai sous les yeux, justement, c'est une maison danubienne. Son architecture, les néolithiques danubiens l'ont emmenée dans leur bagage. Donc c'est un modèle d'habitat qui arrive clé en main Clé en main, c'est sur 1500 km de long et sur plusieurs siècles. On construit les maisons toujours de la même forme, avec les mêmes techniques. C'est parfaitement standardisé. Ce qui peut varier, c'est la longueur. Alors qu'est-ce qu'on a comme matériaux là? Vous avez du bois, de la terre. Et la terre, c'est un torchis, c'est-à-dire que c'est une terre légèrement argileuse mêlée de foin. Pour faire tenir ce torchis, les néolithiques ont inventé une technique très astucieuse. Voilà comment sont construits les murs. C'est ce qu'on appelle un clayonnage, c'est ça? Un clayonnage. Un clayonnage de bois, donc des bois qui s'enchevêtrent pour former la structure. Et par-dessus, on met ce torchis. Et le rôle du foin, c'est d'accrocher la terre sur l'armature
et c'est un excellent isolant. Ça existe encore, hein. Moi j'habite dans une maison en torchis à quelques kilomètres d'ici, et bon, un peu plus moderne mais avec les mêmes matériaux. Donc du bois, de la terre, de la paille, tous les matériaux voilà. qui sont Tout ce qui à est facile. disposition, Voilà, qui sont tout à fait. faciles. On va peut-être aller voir à l'intérieur. Je suis Je vous en intriguée, prie. je suis curieuse. Ah, c'est impressionnant, hein. D'abord c'est immense et puis il y a cette espèce de forêt de troncs là. C'est ce qui fait la caractéristique de la maison néolithique, sont tous ces poteaux porteurs qu'on retrouve à l'intérieur. Et alors là on est où? La partie centrale est plutôt un lieu de vie. C'est là où Alors, on est actuellement? Oui, c'est là qu'on retrouve par exemple le four à pain, des foyers avec une fumée qui s'échappe librement dans la maison et qui passe donc au travers de la couverture en chaume. La partie avant est la partie qui est exposée à d'éventuels visiteurs et la partie arrière est une partie privative. Donc, C'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Ici on cuisine, on mange, Voilà. voilà, et peut-être là-bas on dort. Peut-être. Sauf que dans les petites maisons qu'on connaît, cette partie arrière n'existe pas. Donc c'est un petit peu difficile d'interpréter le fonctionnement de ces maisons-là. Les archéologues ont fouillé plus de 2000 maisons danubiennes à travers toute l'Europe. Les plus petites font une quinzaine de mètres et les plus grandes mesurent jusqu'à 47 mètres. Mais leur largeur varie peu. Et quelle que soit leur taille, elles sont construites sur le même modèle. Ainsi, à l'intérieur d'une maison danubienne, on retrouve toujours des alignements de 3 poteaux, que l'on appelle des tierces. Dans les maisons longues, on rajoute quelques tierces et on allonge la distance entre les poteaux. Dans les maisons courtes, c'est l'inverse. Mais c'est toujours le même plan, on change juste l'échelle. La maison danubienne est toujours construite sur le même modèle, sans doute parce que c'est aussi rassurant pour ces migrants, pour ces colons qui se déplacent de proche en proche, d'emporter avec eux toujours le même modèle architectural. C'est une référence aux origines. Et quand on migre, quand on colonise un endroit, on a besoin de références fortes à l'origine et à la région d'origine. Les archéologues estiment que 15 à 30 personnes pouvaient occuper une maison comme celle-ci, soit 1 à 3 familles élargies. Je ne vois pas de mur pour séparer les pièces. Le problème, on aurait pu en mettre, mais en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on retrouve, c'est simplement tout ce qui a été creusé, qui a perturbé profondément le sol, c'est-à-dire les trous des poteaux. Donc on ne sait pas s'il y avait une recherche d'intimité, par exemple, des habitants, de s'isoler, de dormir à part, ou de... Non, ça on ne le sait pas. Impossible. Impossible de le déduire de l'archéologie. Non. Ce que les archéologues connaissent bien, en revanche, ce sont les outils qui ont servi à construire ces maisons. Avec leurs lames en pierre polie, certains sont même emblématiques du néolithique. Là, je vois qu'il y a un chantier en cours. Vous construisez une autre maison Non, mais on peut faire des réparations. Alors voilà l'outil qui va avec Bonjour, cette... on l'a déjà ouvrier. Voilà. Avec ces outils. Voilà, donc la herminette, qui est le premier outil qu'on va retrouver au néolithique, donc avec la lame polie. Les premières sont en roche dure. Et alors, pour tenir tout ça, qu'est-ce que c'est? Nous, là, on a utilisé de la corde avec du lin, une corde de lin, puisqu'on en fait pousser. Et là, je vois un autre outil, Voilà. là, une espèce de gourdin avec, avec une lame. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a la hache. Ouais. Voilà, il y a du poids. Et là, c'est une lame... Donc une lame polie également, en silex, celle-ci. Vous voulez peut-être essayer? Eh ben, écoutez, pourquoi pas? Alors là, il faut écorcer Attention aux chevilles. aux chevilles. Ouais, c'est pareil. Je suis pas sûre qu'on arrivera à construire des maisons avec des ouvriers comme moi. Je sais pas... De toute façon, on ne sera jamais aussi efficace que les hommes de l'époque. J'imagine. Ces pierres polies retrouvées par les archéologues ont donné son nom à la période. Néo, cela signifie nouveau. Et lithos en grec, c'est la pierre. Le néolithique est donc l'âge de la pierre nouvelle. Car les hommes de l'époque généralisent une nouvelle technique. Ils taillent une lame dans une pierre dure ou un silex, puis ils la frottent pendant plusieurs dizaines d'heures contre un polissoir en roche. En faisant des expériences, les archéologues ont démontré que ces nouveaux outils sont désormais beaucoup moins cassants et beaucoup plus solides. Ils vont permettre aux hommes du néolithique de défricher leur territoire, d'ouvrir des clairières pour y installer bientôt les premiers villages. Les archéologues ont justement retrouvé les vestiges de ces premiers regroupements de maisons.
À l'époque néolithique, il semblerait que l'homme moderne devienne véritablement un villageois. Je pars sur une fouille dans le sud de la France. On surnomme Martigues la Venise provençale en raison de ses jolis canaux qui relient la mer à l'étang de Berre. Alors son climat ensoleillé et la proximité de l'eau ont attiré les hommes depuis la préhistoire. D'ailleurs, plusieurs villages datant du néolithique ont été découverts tout près d'ici. J'ai justement rendez-vous avec des archéologues qui fouillent l'un d'entre eux. Situé à l'écart de la ville, voici les vestiges du village préhistorique de Ponto. Il date de la fin du néolithique. Ici, dans le sud, les hommes ne construisent pas de grandes maisons danubiennes comme celles que je viens de visiter. Leurs habitats sont plus petits et ils utilisent la pierre. Ponto serait même l'un des tout premiers villages en pierre sèche de Provence. Donc la zone 6, tu en as fait en plusieurs... Ouais, j'ai fait samedi. ce mur-là. Bonjour. 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 Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, avec votre drôle d'appareil au bout d'une perche? Nous effectuons en fait des prises de vue photogrammétriques, c'est-à-dire que nous créons des modèles informatiques en 3 dimensions de nos structures archéologiques. C'est une façon de sauvegarder son site pour pouvoir y revenir. Mais la truelle et le pinceau restent d'actualité quand même? Ça reste vos instruments de base? Oui, ça reste nos instruments de base, avec la pelle mécanique aussi. D'accord. En prenant des dizaines de photos, réassemblées par un logiciel, les archéologues ont entrepris de numériser la totalité des vestiges de ce village. Grâce à cette technologie de pointe, ils peuvent décrypter leur fouille, même lorsqu'elle est terminée. Donc là, ce sont en fait des vestiges d'architecture, et d'architecture en pierre, donc néolithique, donc de la fin de la préhistoire et du début de la protohistoire, qui constituent des bases de murs. Nous sommes sur de très anciennes architectures en pierre, de maisons et d'habitats. La fouille de ce village a mis en évidence une bergerie, autour de laquelle sont installées une dizaine de petites maisons. Donc nous arrivons dans un espace d'activité, un espace domestique en cours de fouille. Dans cette zone, une grande jarre de stockage installée dans sa fosse, donc en situation fonctionnelle, qui est en cours de fouille. Donc ici, et d'après les trous de poteaux que nous avons identifiés, nous sommes dans une habitation. Et à quelques pas de cette habitation, dans une autre petite maison, les archéologues ont fait une découverte peu ordinaire. Alors ici, nous sommes dans une structure qui est assez exceptionnelle sur le site de Ponto. C'est un atelier de broyage de la calcite. Alors la calcite, c'est ce minéral en fait qui a été utilisé par l'homme préhistorique, réduit en poudre pour être un des composants de la céramique pour fabriquer les pots. Et ici, dans cet atelier, nous avons découvert en fait une meule, une table de mouture dans sa fosse et tous les fragments de broyage, les résidus de broyage autour, ainsi que toute une série, une quinzaine de petits blocs de calcite, tous standardisés, prêts en attente de broyage. Donc ça, j'imagine que ça vous éclaire énormément sur l'organisation globale de ce village. Ben oui, ici j'ai un atelier, derrière nous là j'ai une cour, là j'ai un axe de passage avec des activités domestiques spécifiques, j'ai des maisons à cet endroit, j'ai une bergerie là-haut, le village il se lit à livre ouvert. Est-ce que ce sont déjà les prémices de nos villages tels qu'on les connaît aujourd'hui? Ben oui, tout à fait. C'est l'origine de nos villages, puisque notre économie, le village français, entre guillemets, il est directement attaché au monde rural, qui prend naissance dans ces sociétés, avec ces sociétés néolithiques, et donc au sein de ces habitats. Il y a un fil qui est développé sur 5000 ans, mais qui est le même fil qui relie ces sociétés à la nôtre. Xavier veut alors me montrer d'autres découvertes qui lui permettent de cerner d'encore plus près la population de ce village. Alors qu'est-ce que c'est ça, Xavier? En fait, vous avez plein de choses en fait. Nous avons réuni ici le mobilier archéologique, c'est-à-dire les objets qui sont découverts au cours de la fouille. Un racloir en os, un poignard en silex, des bijoux. Ces objets ont été directement fabriqués, utilisés ou portés par ces villageois. En fait, tous ces objets vous racontent un peu la vie de ces villageois. Qu'est-ce que vous apprenez comme ça au fil de vos découvertes? Ça me permet de comprendre, par exemple, avec la grande diversité de ces éléments, on a une centaine d'éléments de parure, que probablement ces gens-là étaient assez nombreux dans l'habitat et dans le village.
Et on a une centaine de ces éléments avec une grande diversité de types, de formes et de matériaux. Grâce à ce type de fouilles, les archéologues savent désormais que la population a fortement augmenté au néolithique. On parle même du tout premier baby-boom de l'humanité. Des chercheurs ont même estimé qu'à cette période, chaque femme avait entre 8 et 12 enfants. Les femmes du néolithique allaitent leurs enfants moins longtemps que les femmes du paléolithique et que les femmes des chasseurs-collecteurs en général. L'allaitement moins long qu'au paléolithique est favorisé par la sédentarisation qui font que les enfants peuvent être pris en charge par d'autres personnes que par la mère, d'une part, et d'autre part, le fait de produire sa nourriture permet de diversifier la nourriture des enfants plus tôt que chez les chasseurs-collecteurs. En allaitant moins longtemps, la femme néolithique devient plus féconde. Elle va mettre au monde au moins 2 fois plus d'enfants que la femme du paléolithique. De récents travaux ont montré qu'avec cette explosion démographique, en quelques siècles, les populations néolithiques vont occuper l'ensemble de notre territoire et les villages vont se multiplier. Les archéologues ont longtemps pensé que chez ces premiers villageois, la structure du groupe était plus importante que celle de la famille. Mais de récentes découvertes les poussent aujourd'hui à nuancer leurs hypothèses. Pour ma dernière étape, direction Halle, dans la région de Saxe-Anhalt, en Allemagne. Au néolithique, le village est au cœur de la société. Mais comment était organisée la famille? Et que doit notre famille moderne, avec le père, la mère et les enfants, aux hommes et aux femmes du néolithique? Eh bien, ces réponses, je suis venue les chercher ici, à Halle, où une découverte exceptionnelle a eu lieu. Direction le musée de la préhistoire. Le musée de la préhistoire de Halle est l'un des plus importants d'Allemagne. D'habitude, c'est pour cet objet que certains font spécialement le voyage. Car ce disque de l'âge du bronze, qui représente le ciel, est une pièce unique, mondialement connue. La découverte qui m'amène ici aujourd'hui est peut-être moins célèbre, mais tout aussi importante. J'ai rendez-vous dans la salle de la tragédie d'Eulau. Les sépultures exposées ici datent de la fin du néolithique. Et elles ont, paraît-il, une histoire à raconter sur les origines de la famille. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on voit ici? Nous voyons ici une femme, ici un garçon, là un homme et là un autre garçon. Ils sont enlacés et ils se tiennent dans les bras avec beaucoup d'amour. À côté de cette famille, une autre sépulture rassemble les corps d'une femme, enterrée avec 2 enfants dans son dos et un bébé contre elle. La dernière scène présente une autre femme et un enfant blotti contre ses bras. Quand nous regardons de plus près, nous voyons que cette femme a été tuée avec des flèches. Elle a reçu une pointe de flèche dans le cœur et une pointe de flèche ici, dans une vertèbre. Et si nous regardons de près là-bas, nous voyons que cette femme aussi a été frappée mortellement. C'est une affaire criminelle et cette affaire, nous l'avons résolue. Tout a commencé en 2005. En survolant un champ qui allait être transformé en carrière de gravier, des archéologues repèrent des cercles qui ressemblent aux contours d'anciens tumulus. Ils décident d'entreprendre une fouille. Et c'est alors qu'ils découvrent ces incroyables sépultures. 4 fosses contenant 13 squelettes. Les premières analyses montrent que tous ont été enterrés en même temps, assassinés. Mais ce qui les intrigue le plus, c'est la mise en scène. Les corps semblent avoir été regroupés par famille. Dans l'une de ces fosses, 4 corps font clairement penser à des parents tenant leurs enfants dans les bras. Les archéologues ont trouvé cette découverte tellement émouvante
qu'ils ont décidé de prélever ces squelettes tels quels, en un seul bloc, et de les figer, afin qu'ils ne soient pas séparés. Ce sont donc les véritables sépultures qui sont exposées ici, telles qu'elles ont été découvertes sur la fouille. Mais pour affirmer qu'il s'agit bien de familles, les archéologues avaient besoin de preuves scientifiques incontestables. Comment est-ce que vous avez découvert qu'il s'agit d'une famille ? La mère, on peut facilement l'identifier grâce à l'ADN mitochondrial. C'est facile de mettre en évidence l'ADN maternel parce qu'on le retrouve très souvent dans les os. Mais c'est très difficile de prouver qu'il s'agit bien du père. On a besoin d'un chromosome Y qui est très rarement conservé. Mais ici, justement, on a réussi à extraire des dents un chromosome Y. Et le test de paternité a montré qu'il s'agissait bien du père de ses enfants, chose qu'eux-mêmes ne pouvaient pas vraiment savoir à l'époque, mais que l'on a prouvé 5000 ans plus tard. Nous avons découvert par ailleurs que la mère est bien la mère. Il s'agit donc ici de la plus vieille famille nucléaire du monde mise en évidence par les sciences naturelles. Et c'est aussi le plus vieux test de paternité du monde. S'ils sont enterrés ensemble de manière aussi proche, est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'ils vivaient ensemble sous le même toit comme une famille moderne ? Tout à fait. C'est sûr, ces gens ont vécu sous le même toit. Et c'est certain, c'est une famille. Et on peut même dire que l'idée de la famille nucléaire apparaît à la fin du néolithique, au 3e millénaire. Nous avons de nouveaux exemples qui montrent qu'au début du néolithique, chez les Danubiens, le concept de la petite famille, de la famille nucléaire, n'existe pas encore. On a alors de très grandes maisons, et ces très grandes maisons n'abritent pas de famille. Mais à la fin du néolithique, apparaissent tout à coup des petites maisons. À côté de la maison se trouve un grenier, puis une autre maison, et un autre grenier, et ainsi de suite, comme un lotissement de maisons mitoyennes, aujourd'hui, dans nos banlieues. Cela veut dire que ces petites maisons de 5 mètres de large et 10 mètres de long ne peuvent être habitées que par des familles nucléaires. Alors pourquoi ces familles ont-elles été assassinées ? Pour remonter jusqu'aux coupables, les archéologues ont mené une enquête digne de la police scientifique. Tout commence avec l'analyse d'un élément chimique présent naturellement dans le sol, le strontium. En buvant et en mangeant, nous en ingérons de faibles doses. Pendant notre enfance, ce strontium se fixe dans nos dents au moment où elles poussent. En analysant le strontium contenu dans les dents d'un squelette et en le comparant avec celui du sol, les archéologues peuvent retrouver la région géographique où cet individu a grandi. C'est ce qui a été fait ici, et les résultats sont surprenants. Alors ce que vous me dites en fait, c'est que les femmes et les hommes de ces familles venaient de cultures différentes. Oui, c'est ce que prouve le strontium. Nous avons trouvé dans les dents des femmes des isotopes de strontium différents de ceux des enfants et des hommes. Les enfants et les hommes ont toujours vécu sur les lieux de la découverte, au sud des montagnes de Harz. Les femmes, elles, viennent d'une région située au nord de ce massif, à 80 km de là. Cela met en évidence l'exogamie. Les femmes sont des étrangères et elles épousent les hommes qu'elles ont suivis. Ces pratiques exogamiques sont courantes pour éviter les mariages au sein d'une même famille. Mais ici, quelque chose s'est mal passé. On cherche toujours le meurtrier à partir de l'arme du crime. On cherche toujours le pistolet fumant. Ces pointes de flèche, ce sont les mêmes que celles que l'on a retrouvées dans le corps de l'une des femmes. Eh bien, ces pointes de flèche, elles viennent exactement de leur région d'origine. C'est la région que nous avons mis en évidence par l'analyse du strontium pratiquée sur leurs dents. Ensuite, leur père et leur fils sont arrivés. Ils ont tué les femmes à coups de flèche et à coups de hache. Les coupables viennent donc de la même culture que les femmes. Ce sont en fait leurs parents. Et voilà, l'affaire est résolue.
Ce sont donc les membres de la communauté d'origine des femmes qui ont mené ce raid meurtrier. Pour quelle raison? Ça, l'archéologie ne peut pas le dire. Mais 5000 ans après le drame, l'enquête menée autour de cette affaire aura permis aux archéologues de faire une découverte majeure sur les origines de notre famille moderne.